vous allez voir, le lien est direct entre ce qu'on vient d'entendre et la conférence qui va avoir lieu maintenant, puisqu'on va explorer les promesses de la mine urbaine. On va certainement définir ce terme pendant la session avec le Lab Recherche Environnement. Et j'accueille pour animer cette session Maria Beraldi. Bonjour et bienvenue. Alors on est très heureux au Lab Recherche Environnement de contribuer à cette 8e édition du Festival Building Beyond. Merci de votre présence, merci d'être là pour cette conférence qui va parler effectivement d'économie circulaire et des promesses de la mine urbaine. Alors la mine urbaine, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ces bâtiments, ces routes qui sont tout autour de vous, qui sont déjà construites. C'est aussi un gisement immense de matériaux et de ressources, pour venir construire les bâtiments et les routes de demain. Parce que finalement, le BTP a un immense défi devant lui. Il reste aujourd'hui, malgré tout, l'un des plus gros consommateurs de ressources naturelles dans le monde. Il consomme pratiquement 50% des matériaux extraits en volume. Donc on a encore beaucoup de travail. En préparant cette conférence, en fait, ça m'a fait penser à une phrase d'Olivier Amand, qui est un biologiste et chercheur, et qui dit « La technosphère », donc la technosphère, c'est tous les objets technologiques qui sont fabriqués par l'être humain, la technosphère doit devenir circulaire parce que c'est la seule sphère qui produit des déchets. Parce que dans la nature, le concept de déchet n'existe pas. Le déchet, en fait, c'est un concept inventé par l'être humain. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord sur ce constat, sinon vous ne seriez pas là avec nous. Donc finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tant de se demander pourquoi c'est important de le faire, mais comment on peut y arriver, quels sont les chemins pour éviter les embûches. Donc pour ça, aujourd'hui, on parlera de passage à l'action. Les intervenants qui sont là avec nous, qui vont succéder, vont vous parler des problématiques qu'ils ont rencontrées, mais aussi des solutions qu'ils ont mis en œuvre pour y faire face. Comment dépasser le stade de l'expérimentation? Comment passer à l'échelle? Puisque souvent en économie circulaire, l'un des gros écueils rencontrés, c'est le passage à l'échelle. Puisqu'en fait, le passage à l'échelle, c'est pas seulement un défi technique, un défi d'ingénierie, c'est finalement aussi un défi culturel. Ça nous demande de modifier notre regard, ça nous demande de faire évoluer nos pratiques. Et justement, pour cela, ça nous demande d'aller un petit peu plus loin dans la façon de faire, de développer des nouvelles connaissances et des nouveaux usages pour faire de l'économie circulaire l'option par défaut, une manière évidente de fonctionner en cherchant toujours le plus haut niveau de valorisation. C'est justement ici qu'interviennent les travaux du Lab Recherche Environnement. Hop, je prends mon petit outil. Alors le Lab Recherche Environnement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un partenariat de recherche qui existe depuis plus de 15 ans entre Vinci et 3 grandes écoles d'ingénieurs que sont l'école des mines, l'école des ponts et AgroParisTech. C'est un programme de recherche qui explore 3 grands domaines de travail que sont l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures, la mobilité durable et la nature en ville. Donc les chercheurs qui sont impliqués dans le lab, avec les collaborateurs de Vinci qui sont aussi impliqués dans ces programmes, construisent des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances. Ils développent aussi des nouveaux outils. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les prises de décision pour, in fine, toujours aller plus loin dans la réduction de l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Donc en 15 ans d'existence, avec plus de 85 projets de recherche qui ont été menés, aujourd'hui, les travaux qu'on voulait vous présenter, c'est ceux qui sont issus du laboratoire Navier de l'École des Ponts. C'est ceux qui ont été développés par Ambroise Lachac, qui est avec nous aujourd'hui, et qui sont en fait des nouveaux indicateurs de circularité adaptés au BTP. C'est un indicateur de circularité pour la matière et une méthode pour identifier le potentiel de réemploi d'un élément. Ce que l'on s'est dit en préparant cette conférence, c'est que ces outils, ça peut vraiment être des outils clés pour modifier nos pratiques, pour faire évoluer nos usages vers davantage de circularité. Alors aujourd'hui, Ambroise ne sera pas tout seul à intervenir. On va aussi avoir le plaisir de recevoir Anne Colas de Vinci Construction, Guillaume Graffin de Vinci Énergie,
qui viendront nous présenter un retour d'expérience sur la massification du réemploi dans le bâtiment. On recevra Blandine Revès de Vinci Construction également, plutôt sur une dimension métier de la route, qui nous présentera la solution EGO, qui utilise des matériaux issus de l'économie circulaire. À travers ces deux présentations, vous aurez aussi des exemples concrets de mise en application des indicateurs qui ont été développés par Ambroise, parce que c'est aussi ça la mission du lab, c'est de trouver un moyen, une passerelle entre la recherche et l'opérationnel, de faire en sorte que ces travaux y prennent vie dans le quotidien des métiers. Et ça peut être possible grâce aux entreprises de Vinci qui proposent aux scientifiques du lab des terrains d'expérimentation grâce aux projets de bâtiments et d'infrastructures qui sont dans le groupe. Donc je vous propose de démarrer tout de suite avec les deux premiers intervenants que je ne vous ai pas encore présentés, qui sont Raphaël Mavigné, le cofondateur de Circulaire, Yannick Gomez, chargé d'études cellules innovation au CEA ISEC, mais aussi co-responsable du master management de la transition écologique et de l'économie circulaire à l'Université de Montpellier. Ils vont nous présenter les opportunités des nouvelles démarches d'économie circulaire et aussi la force des coalitions dans ce contexte. Je vous invite à me retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous allez bien déjà? Oui, ok, très bien. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. On va commencer par cette photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la salle? Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Qui a déjà vu cette photo? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Avec la boule. Alors, c'est une photo d'un photographe sud-africain et d'un artiste sud-africain qui s'appelle Dylan Marsh. Et à travers ces montages photos, il met en avant un peu l'absurdité du modèle économique sur lequel on est. Et là, vous voyez en fait une mine de cuivre et l'ensemble des matériaux qu'on a ponctionnés, l'ensemble du trou qu'on a fait pour la quantité de cuivre assimilée. Et ça montre bien l'aberration à la fois écologique et économique dans laquelle on est à l'heure actuelle. Le taux de concentration de cuivre dans la roche aujourd'hui, il est entre 0,2 et 3%. Donc, pour avoir 2 kg de cuivre, vous devez ponctionner un peu plus de 1000 kg de roche. Donc, il y a vraiment une problématique à la fois sur les sols et la destruction de l'environnement, mais il y a aussi une vraie question sur l'aspect économique et l'approche économique derrière. Donc ça, c'est pour illustrer un modèle extractiviste assez absurde qui est parti sur deux postulats de base. Un, on a des ressources en quantité illimitée dans les sols. Or aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Je pense que certaines et certains d'entre vous ont entendu parler du jour du dépassement. C'est le jour dans l'année où on a ponctionné plus de ressources que la Terre était en capacité de nous donner. Et puis de l'autre, on avait un autre postulat de base qu'il n'y avait pas d'externalité négative. Pareil, un postulat de l'économie classique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dégradation des sols avec la production de déchets, des émissions de CO2. Donc ça, c'est une représentation artistique. Mais si on se pose la question du réel, on va avoir évidemment l'enjeu CO2, mais on a besoin aussi de sortir de ce qu'on appelle le tunnel carbone, c'est-à-dire cette vision qu'ont les entreprises de se focaliser uniquement sur la décarbonation de leur chaîne de valeur. Il y a un concept qui est celui des limites planétaires qui a été popularisé par Johan Rockström. Ce sont 9 limites à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on a dépassé 6 d'entre elles. Une des limites, c'est la limite liée au dérèglement climatique, mais il y en a d'autres sur tout ce qui est artificialisation des sols, impact sur la biodiversité. Et derrière tout ça, il faut comprendre qu'il y a un vrai enjeu ressources. Et cet enjeu ressources, il n'est pas non seulement néfaste pour la planète, mais si on se met dans une logique purement business, et j'espère qu'il y a des membres du COMEX qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, ça va être un vrai problème de résilience de business à long terme. On a pris avec Yannick une ressource qui est celle du lithium. Alors le lithium, il ne fait pas partie de la structure des bâtiments, mais il va structurer l'avenir de l'industrie du BTP. À 3 niveaux. D'abord parce que pour construire des bâtiments, vous avez besoin de véhicules qui vont être alimentés par des batterons lithium-ion. Il va falloir gérer et stocker de l'énergie sur les chantiers. Et là, pareil, avec le lithium. Et puis demain, et encore aujourd'hui, on va vers de plus en plus de bâtiments dits connectés. Donc cette ressource, elle va être clé pour l'industrie du BTP et l'industrie de la construction. Et si on regarde le coût de l'évolution, hop, pardon,
Oh, c'est terrible. Il n'y a pas. Du coup, je vais devoir me souvenir de chiffres. Ah. Si on regarde le pourcentage d'augmentation du prix du lithium entre 2017 et 2021, il a augmenté de 300%. Donc au-delà de l'aspect environnemental, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui fait un PNL ou un business plan qui dépend du lithium, il y a un vrai impact sur la structure de coût de l'entreprise et donc les bénéfices générés. Ensuite, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave parce qu'on va investir pour s'adapter. Un scénario de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, dit que pour s'adapter dans un scénario 1.5, juste pour ponctionner les ressources, pour permettre cette transition vers un scénario 1.5 de réchauffement 1,5 degré, c'est 800 milliards de dollars qu'il va falloir investir. 800 milliards de dollars, c'est le PIB nominal de la Suisse ou de la Pologne, c'est énorme. Et là, je parle juste des coûts d'extraction, je ne parle pas du coût logistique, du coût de retraitement. Et on sait qu'on va dépasser ce scénario 1.5. Donc il va falloir aller chercher de l'argent. Et l'argent, elle n'est pas forcément toujours disponible au bon endroit. Et puis on pourrait se dire que c'est OK parce que les industriels sont prêts et ont adapté leur chaîne de valeur. Les différents rapports montrent que, en fait, les gens n'ont pas anticipé les chocs à venir sur leur chaîne de valeur. Et plus de 82% des industriels aujourd'hui ne sont pas prêts à subir ces chocs liés à la ressource qui vont venir percoler leur chaîne de valeur. Et je crois qu'Yannick, tu as un exemple à nous partager, notamment sur Forvia à ce niveau-là. Voilà. Non, oui, c'est un des on va vous parler de la coalition industrie circulaire qu'on a montée avec Raphaël tout à l'heure. Un de nos industriels, effectivement, a un indicateur qui est le nombre de jours d'arrêt de production liés à des événements climatiques extrêmes. Et cet indicateur, ils avaient un événement il y a 15 ans, 80 l'année dernière. Donc c'est bien pour montrer qu'en fait, tout ça, c'est vraiment pas des vues de l'esprit et que cet impact, quand on parle des limites planétaires, elles sont vraiment là et on va les voir de plus en plus. Et c'est vraiment une donnée à prendre en compte dans toute réflexion dès qu'on fait des plans stratégiques ou autres. J'allais dire, ce ne serait pas un problème tout ça si on avait un monde qui n'était pas en crise, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, Yannick. Oui, alors bon, c'est la partie un peu déprimante. Après, on va être vraiment très très positif et très très optimiste, mais il faut quand même affronter les problèmes de face. La notion, on vit aujourd'hui dans un monde de la polycrise. La polycrise, c'est quoi? C'est qu'en fait, habituellement, quand on parlait de crise, on se disait il y a une crise, ça dure un certain temps, puis après on revient à l'état normal. C'est plus du tout le cas. On est en crise permanente. Le petit graphique que vous avez à gauche, c'est un extrait du rapport du Forum économique mondial qui paraît chaque année sur les risques. Et chaque année, en fait, il catalogue au niveau mondial les risques politiques, géopolitiques, économiques, environnementaux, sociétaux qui peuvent affecter les entreprises et les sociétés. Par exemple, dans le rapport 2024, ça va pas vous étonner, les guerres entre États, c'est le premier risque. Ensuite, vous avez évidemment les risques environnementaux, les confrontations géopolitiques, par exemple, des termes comme droit de douane, c'est des termes qui apparaissent. Et puis, le risque de désinformation, voilà, ça c'est le top 4 des risques en 2024. Ces risques qui sont réactualisés chaque année dans ce document. Et on voit qu'en fait, on n'est pas avec un seul risque, mais plusieurs risques qui peuvent apparaître en permanence. Et donc ça, c'est le monde de la polycrise. Ce monde de la polycrise, il se traduit par une fluctuation permanente. C'est-à-dire qu'en permanente, toute organisation, toute entreprise, quelle que soit sa taille, elle est confrontée à un volume de choc et de fluctuation qui est de plus en plus important. Et ça, c'est vraiment aussi une donnée à prendre en compte. Donc, des fluctuations continuelles tout au long de l'année. Si je prends simplement les 2 derniers mois, vous avez vu simplement les droits de douane qui ont fluctué avec du jour au lendemain des annonces qui remettaient en cause des business models complets. Donc vous avez ces chocs permanents et très, très récurrents. Et puis en même temps, vous avez des tendances lourdes. Ces tendances lourdes, il y en a au moins 2 qui sont vraiment importantes, 3. La première, c'est évidemment le risque environnemental et l'atteinte de 6, bientôt 7 limites planétaires sur 9. Ça, c'est très très clair. L'eau, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième tendance de fond, c'est que l'extraction des ressources va devenir de plus en plus compliquée et de plus en plus chère. Le graphique de droite, c'est sur l'évolution du prix du pétrole depuis 1970. Vous voyez qu'il a fluctué continuellement entre 25 $ le baril et 125 $. Et vous voyez que les fluctuations s'accentuent ces dernières années, mais c'est une ressource parmi d'autres. Je prends un autre exemple. On parlait des métaux. Tu parlais du cuivre tout à l'heure. Le cuivre,
il y a 250 mines de cuivre dans le monde, il en faudrait 80 de plus selon l'Agence internationale de l'énergie. Il faut à peu près 17 ans pour en ouvrir une. Donc vous voyez que les experts disent qu'en fait, d'ici 2030, 2035, on aura des pénuries de cuivre. Vous avez des métaux comme par exemple l'iridium, c'est quelques tonnes au niveau mondial. On peut se dire, l'iridium, quel est le problème? Si on manque d'iridium à un moment, c'est tout un tas de produits technologiques, de chaînes de valeur qui vont être impactés. Donc cette tension sur les ressources, ça devient quelque chose qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus permanent en termes d'évolution. Donc ça, c'est un événement important. Autre aspect permanent, c'est l'énergie. Les prix de l'énergie vont augmenter inexorablement. On a vécu dans une ère de l'abondance énergétique. Cette période-là est désormais terminée. On est dans une transition énergétique qu'il faut conduire à marche forcée, mais aujourd'hui, on sait que de toute façon, les prix de l'énergie vont augmenter. Et donc ça, c'est vraiment des éléments structurels. L'instabilité devient structurelle et permanente. Et il y a un concept dont vous êtes assez friand au CEA et que je trouve très pertinent pour illustrer une des pistes de solution, qui n'est en aucun cas la seule solution. Mais il y a ce levier qu'est l'économie circulaire. Et tu nous as parlé il y a déjà plusieurs mois, même plus d'un an, de la différence entre l'économie circulaire faible et l'économie circulaire forte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà, rendons à César ce qui est à César. Je salue le professeur Franck Agéry, qui est intervenu d'ailleurs en lancement de notre coalition et qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce concept-là. En gros, l'économie circulaire faible, c'est quoi? C'est en gros faire un peu de politique RSE en déployant uniquement un seul pilier de l'économie circulaire. On fait tout comme avant, mais on va faire un peu de recyclage. Ça, c'est de l'économie circulaire faible et ce n'est pas à la hauteur des problèmes que je viens de décrire juste auparavant. Si on veut faire de l'économie circulaire forte, c'est une approche qui est vraiment systémique. Donc déjà, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Alors moi, un conseil, on l'a fait cette année à la rentrée du Master à 7, on a réuni 50 étudiants pendant 3 jours et on a travaillé avec eux sur leur vision de l'avenir. Comment est-ce qu'on se déplace en 2050 ? Dans quel bâtiment on vit en 2050 ? Qu'est-ce qu'on mange en 2050 ? C'est un exercice hyper stimulant, projection de l'avenir. Deuxième élément, des indicateurs. Qu'est-ce qu'on mesure ? C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs de l'entreprise ? Pour produire ce qu'on produit, quelle est la quantité d'énergie qu'on utilise ? Quelle est la quantité de matière qu'on extrait ? Quels sont nos impacts environnementaux ? Vision vraiment systémique. Et c'est qu'une fois qu'on a ces deux approches qu'on se pose la question de l'économie circulaire forte avec des piliers hiérarchisés. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, on va uniquement penser au recyclage. L'économie circulaire forte, ce n'est pas ça du tout, c'est de se dire on a 7 piliers, si on prend la définition de l'ADEME, et ces 7 piliers, on va essayer d'y réfléchir dans un ordre logique. Dans un premier temps, on va essayer de miser sur la sobriété, donc on va chercher à tout faire pour réduire. Est-ce qu'on peut allonger la durée de vie de nos produits ? Est-ce qu'on peut faire de la consommation collaborative sur nos produits ? Est-ce qu'on peut vendre des produits, des services plutôt que les produits de base ? Par exemple, si vous vendez de l'éclairage, est-ce que vous pouvez vendre un niveau d'éclairage plutôt que des lampadaires ? Ça, c'est la vision, réduire pour, avec la même quantité de matière, allonger la durée de vie, la durée d'usage des biens. Ensuite, on va se poser la question de produire mieux. Par exemple, sur un territoire, est-ce qu'on peut mutualiser la façon de produire avec d'autres industriels ? C'est l'écologie industrielle et territoriale. L'éco-conception, évidemment, qui est évidemment très, très structurante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la matière, pour améliorer la réparabilité, pour la démontabilité des biens? Tous ces éléments-là contribuent à une meilleure capacité à produire mieux. Évidemment, la maîtrise des chaînes de valeur, les supply chains, l'approvisionnement durable. Et c'est enfin, une fois qu'on a déployé ces deux ensembles de piliers, qu'on va aussi se poser la question du recyclage. Et c'est là où c'est une boucle, parce que ce recyclage, c'est bien beau de recycler, mais est-ce qu'on a une capacité à revaloriser la matière sur le territoire? Et c'est pour ça que cette économie circulaire forte, c'est vraiment une approche systémique. On ne peut pas déployer un seul pilier sans avoir fait l'ensemble du diagnostic et sans avoir raisonné de manière complète et systémique. Je te laisse redire un petit mot là-dessus, parce que j'aime aussi beaucoup ton principe, mais tu en parles bien mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que l'antifragilité ? Alors, l'antifragilité, c'est un concept qui a été déployé par Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit notamment un pavé qui fait 500 pages, qui s'appelle Antifragile, passionnant à lire. Et en gros,
j'ai noté qu'on avait cité Olivier Amand tout à l'heure. Olivier Amand, il traduit ça d'une autre façon, il parle du concept de robustesse. On est dans un monde aujourd'hui qui est orienté vers la performance. On est dans des logiques de performance, on est dans des logiques de complexification, on est dans des logiques de juste à temps, et on est dans des logiques mondialisées. Et si vous mettez de la performance en juste à temps avec de la complexité dans un environnement mondialisé, le moindre grain de poussière qui va venir dans les rouages va arrêter vos supply chains et va vous mettre en situation de fragilité. Il suffit qu'un paquebot, qu'un porte-conteneur se mette en travers du canal de Suez, ça n'arrive jamais, pour que le commerce international soit interrompu, enfin une partie du commerce international soit interrompue pendant plusieurs semaines. Ça, c'est exactement cette logique de performance qui, quelque part, est source de fragilité. Alors que l'autre logique qu'on peut traduire par l'antifragilité ou par la robustesse, c'est l'idée de dire il faut qu'on mette un peu d'huile dans les rouages, il faut qu'on accepte un peu d'être sous-optimal. Et si vous voulez avoir un bon exemple de la robustesse, vous l'avez sur vous-même, c'est votre corps. Le corps humain est certainement quelque chose parmi les plus antifragiles qu'on connaisse. Un exemple, notre corps est capable de garder notre température à 37 degrés la plupart du temps. Par contre, si on a une attaque extérieure par des virus ou des bactéries, il va multiplier la libération de certaines enzymes par des centaines de fois pour arriver à monter la température à 40-41 et se débarrasser du problème. Et ensuite, il va revenir à l'état stable. Et donc, c'est cette capacité à monter en puissance très rapidement durant les crises qui va générer cette antifragilité. C'est ça, cette logique-là. Et donc, en fait, quel est le lien avec l'économie circulaire ? On a longtemps cru que tout ce qui était la performance, c'était une économie linéaire, cette course vers l'accélération. Dans cette logique mondialisée, avec toujours plus de complexité et toujours plus de performance et d'innovation technologique à tous les sens du terme, tout le temps, faire plus vite, plus rapide. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qui compte, c'est la robustesse. C'est d'être capable, quelque part, d'avoir un système qui soit sous-optimal de temps en temps, qui puisse réagir à n'importe quel choc et qui, quelque part, tire même avantage par rapport au choc. Si vous êtes capable de monter en puissance en quelques semaines ou en quelques mois dans une période de crise sur un sujet, un exemple, les masques pendant le Covid, vous voyez d'un seul coup que cette capacité à faire ça, c'est quelque chose qui vous donne un avantage énorme et qui vous permet d'être beaucoup plus résilient. Et le petit graphique de gauche, pour finir, c'est un des extraits de la volatilité, c'est qu'en fait, on raisonne toujours en temps normal. En temps normal, on fait des petites pertes, des petits profits. On a quelques pourcents de pertes ou de profits. Et quand une crise survient, on peut soit faire une énorme perte d'un seul coup, soit faire un gain important parce qu'on va avoir la bonne réponse au bon moment. Et donc, c'est cette logique-là que l'économie circulaire forte nous appelle à avoir. Et j'aime beaucoup l'exemple aussi du voilier. L'important, ce n'est pas de prévoir les crises. On est en polycrise. De toute façon, des crises, il va y en avoir tout le temps. L'important, c'est de se dire, sur ce voilier-là, en combien de temps il est capable de replier les voiles ? En combien de temps l'équipage est-il capable de le mettre en sécurité sur tel ou tel point quand la crise arrive ? C'est cette logique-là que l'on cherche à avoir. Et donc, c'est vraiment cette notion-là de robustesse qui est au cœur de ce que doit apporter une économie circulaire forte. Merci Yannick. Je pense qu'on a du coup bien compris que c'était un modèle économique intéressant à explorer. En plus de la prévention des risques, il y a vraiment aussi des parts de marché, une captation de nouveaux modèles d'affaires pertinents pour l'entreprise à avoir derrière cette économie circulaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le présenter au plus haut niveau, parce que ça va venir générer du revenu. Et d'ailleurs, une des clés pour convaincre les COMEX, les dirigeantes et les dirigeants, c'est de sortir de cette approche purement environnementale, mais de parler à la fois du coût de l'inaction et le comparer avec le coût de l'action. Donc généralement, on va vous dire, non mais investir dans l'économie circulaire, ça coûte tant. Ok, très bien, ça va coûter 100 millions, mais si tu ne te prépares pas face au choc à venir, tu vas subir des pertes de 450 millions. Donc, quelque part, tu as un différentiel de 350 millions, à toi de choisir. Si on remet l'aspect et la logique business, en fait, il faut jouer avec les règles du jeu aujourd'hui, on les inversera après. Il faut mettre cet argument économique au cœur de notre argumentaire. L'économie circulaire, ça peut être un vrai levier business pour le BTP. Il y a deux choses dont on peut parler très rapidement. La première, c'est la résilience du modèle d'affaires. Tu l'as très bien expliqué, Marie. Au départ, l'industrie du BTP, de la construction, c'est une des industries qui dépend massivement des ressources.
à partir du moment où on met en place un modèle d'affaires circulaire, l'idée, c'est de pouvoir garder la main sur la ressource. Donc typiquement, pour l'illustrer de façon très simple, je vais éco-concevoir un bâtiment, donc le construire de façon à pouvoir récupérer facilement les matériaux, faire de la maintenance prédictive et en fin de vie, surtout pas le démolir, mais récupérer la matière. In fine, je ne vais pas être intéressé à vendre le bâtiment, mais plutôt à le louer pour rester propriétaire de la matière. Et en fait, un bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de matériaux qui prend une valeur ajoutée au fur et à mesure du temps. Donc votre bâtiment, à l'instant T, il vaut tant de millions d'euros, mais avec l'évolution du prix des matières premières qui est croissante, votre bâtiment prend de la valeur. Donc il y a un vrai intérêt à garder la main sur la matière première et la récupérer en fin de cycle. Ça, c'est un vrai facteur de résilience, et on le voit avec des acteurs comme le parc 2020, qui est issu de la philosophie Cradle to Cradle en Hollande, où plusieurs bâtiments commencent à être éco-conçus comme des Lego. On en fait un bâtiment, le siège de Léonard. Demain, il est modulable pour être le siège d'Accor. Après-demain, ça va être le siège de Fox Vacancies. Et surtout, en fin de vie, on va le démonter, on va récupérer la matière. Et les bâtiments ne sont plus vus comme un socle inerte, mais vraiment une banque de matériaux qui évolue et qui est croissante dans le temps. Donc garder la main sur ce bâtiment, sur la matière, va devenir clé pour l'industrie du BTP. Ensuite, c'est une véritable opportunité de marché. On le sait qu'il y a de plus en plus des critères de réemploi, d'intégration de matières recyclées dans les marchés publics et privés qui arrivent. Donc si un acteur comme Vinci ou d'autres acteurs du BTP veulent gagner ces appels d'offres, il va falloir pouvoir répondre à ces exigences réglementaires. Il y a l'article 58 de la loi AGEC qui oblige une partie de la commande publique et des institutions publiques à choisir des acteurs qui proposent des options de réemploi, de réutilisation de matières, de matériaux recyclés. Et si vous n'offrez pas cette possibilité-là en tant qu'acteur du BTP ou de la construction, vous avez un risque de perdre des appels d'offres. Une illustration assez intéressante, c'est l'appel d'offres qu'a gagné Schneider Electric sur le projet 6 Degrees de Bouygues, où il y avait un critère de circularité qui était très fort. Et là, un acteur comme Schneider a remporté un contrat de plusieurs millions grâce à ce positionnement-là. Et ça va aller croissant. On le voit avec les législations européennes, même s'il y a un peu du plomb dans l'aile avec la CSRD, il y a ESPR, la législation européenne sur l'éco-conception qui arrive, il y a ce qu'on appelle le CRAM, Critical Raw Material Act, qui va impliquer les acteurs dans la réintégration de matières recyclées pour s'affranchir de notre dépendance aux matières extérieures et aux pays extérieurs. Donc il y a une vraie opportunité aussi de captation de marché à travers l'économie circulaire. Et un levier qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'on est en train de mettre en place de façon très large à l'échelle du produit, mais aussi à l'échelle du bâtiment, c'est la traçabilité. Et la traçabilité, elle vient parfaitement s'insérer dans cette logique de circularité, parce qu'à partir du moment où j'éco-conçois mon produit, je vais le concevoir pour qu'il ait de la valeur, pour pouvoir le récupérer, je dois pouvoir le tracer, je dois pouvoir savoir où il arrive, où il est, à quel moment je le récupère. Je vais pouvoir non seulement ajouter des services connexes en tant qu'entreprise, je sais que tel matériau va arriver à échéance d'efficacité à telle date, boum, je lance un service de maintenance prédictive et donc nouvelle source de revenus. En fin de vie du bâtiment, je sais où est tel matériau, je vais venir le récupérer pour pouvoir le réutiliser. Si on capitalise intelligemment sur ces différents leviers, on crée une entreprise robuste, antifragile, et on est beaucoup moins perméable au choc. Évidemment, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Il y a des contraintes, et Yannick, tu peux potentiellement nous en rappeler quelques-unes. Et effectivement, quand on est sur les... Tout à l'heure, je vous ai parlé de concept, c'est la partie la plus facile. Les concepts, on peut les faire comprendre, on peut les partager. Ça commence à devenir compliqué dès qu'on rentre vraiment dans le concret. Et en fait, aujourd'hui, cette économie circulaire, on a vraiment besoin de la faire monter en puissance. Il y a un rapport qui sort chaque année, qui calcule du Circle Gap, qui calcule le taux de circularité. Je crois qu'on était à 7,3% au niveau mondial l'année dernière. Donc on peut discuter la méthodologie de calcul, mais en gros, l'économie circulaire est loin d'être majoritaire au niveau mondial. C'est l'économie linéaire qui est très largement dominante. Et bien, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on passe à 40, 50, 60%. Parce que si on veut respecter à la fois les contraintes environnementales tout en assurant un bien social, c'est l'économie circulaire qu'il faut déployer à très très grande échelle. Donc on a besoin de multiplier les initiatives et on a besoin aussi de lever les verrous. On va parler de la coalition industrie circulaire. On a lancé une coalition donc, entre le circulaire et puis le CEA. Donc, et on travaille avec 10 grands industriels. Et avec ces 10 grands industriels, on a fait des ateliers en présentiel, des webinaires, et on fait des cas d'usage. Et là, on est dans une phase où on travaille avec chaque industriel sur un cas d'usage. Dès qu'on travaille sur un cas d'usage, on voit le champ de contraintes qui s'applique à un industriel. Si vous travaillez par exemple dans l'aéronautique, on peut parler de recyclage, on peut parler de réemploi,
Mais avant de faire admettre la nécessité de réemployer une pièce dans le secteur aéronautique, alors qu'elle peut avoir un rôle sur la sécurité et la fiabilité du vol, c'est pas si simple du tout. Vous voyez, donc peut-être. Par contre, des fois, c'est là où le fait de travailler ensemble en termes de coalition est importante. C'est peut-être qu'une pièce issue de l'aéronautique en fin de vie n'est plus du tout utilisable pour l'aéronautique, mais va pouvoir être utilisable pour un autre secteur industriel. Je peux avoir le même cas, par exemple, sur les batteries des voitures électriques. Peut-être que le réemploi de batteries de voitures électriques en fin de vie avec un usage stationnaire est une piste qui peut être pertinente. Et donc, on voit bien que par rapport à ces verrous qui sont très importants, parce que chaque secteur industriel est soumis à des normes, est soumis à des contraintes, est soumis à des exigences de sécurité et d'emploi à satisfaire, il y a vraiment une nécessité forte de jouer sur la collaboration entre industriels. Et cette collaboration, et c'est ça aussi la bonne nouvelle, elle doit se faire au cœur des territoires. Ces dernières décennies, c'est la vision de Ricardo qui s'était un petit peu imposée. On avait la vision d'une économie hors sol. Les entreprises n'étaient plus ancrées dans les territoires. Eh bien, par rapport à cette fameuse robustesse dont on parlait tout à l'heure, l'ancrage territorial est la meilleure source de robustesse possible. C'est au cœur des territoires que les boucles d'économie circulaire peuvent se déployer. Et ça, je pense que c'est un gros apprentissage qu'on doit vraiment réapprendre. C'est comment est-ce qu'on redéploie des boucles d'économie circulaire dans les territoires. Si vous êtes un grand groupe implanté dans plusieurs territoires au niveau mondial, c'est peut-être l'approche multilocale, c'est-à-dire d'avoir des boucles d'économie circulaire dans chacun des territoires qui va être intéressante, même si vous gardez une vision mondiale. Mais cette vision territoriale, elle est indissociable de l'économie circulaire. Et ce que j'aimais bien aussi dans ce que tu présentais là, c'est à la fois aussi pour pouvoir valoriser une démarche, il faut pouvoir la mesurer. Je pense que ce sera l'objectif de la table ronde juste après. Aujourd'hui, on arrive à mesurer l'impact carbone, scope 1, scope 2, scope 3, scope 4. Il y a des méthodologies qui sont certes contestables, mais qui existent pour mesurer la performance économique et environnementale de l'économie circulaire. C'est encore une thématique assez neuve. On parle entre convaincus entre nous, mais aujourd'hui, la mesurer, c'est extrêmement complexe. On aura une petite présentation juste après. On a monté une coalition sur la mesure de circularité où on a publié 33 indicateurs pour justement pouvoir valoriser cette démarche auprès des départements R&D, des COMEX, du marketing et ainsi de suite. Et puis, il y a le fait que ce que tu expliquais ce midi quand on déjeunait ensemble, Yannick, c'est les expérimentations à l'heure actuelle restent à l'échelle de POC. Donc c'est des petits projets, et ça, c'est pas comme ça qu'on va faire passer à l'échelle de l'économie circulaire. Et puis surtout, elles sont segmentées dans une logique de fédération industrielle et pas cross-industrie. Et d'ailleurs, cette logique de coalition permet de sortir un petit peu de ce carcan. Oui, il y a beaucoup d'industriels, heureusement, qui ont fait de ce qu'on appelle de la boucle fermée. C'est-à-dire qui ont un bien, en fin de vie, ils vont le recycler, ils vont développer une boucle fermée. Et en fait, il y a un énorme potentiel lié à tout ce qui est la boucle ouverte, du réemploi en boucle ouverte, du recyclage en boucle ouverte, en mutualisant plusieurs industriels avec l'objectif de ne pas perdre de la valeur liée à la matière. La matière est un bien précieux, donc on ne doit pas perdre sa valeur. Et pour ne pas perdre sa valeur, eh bien peut-être que ce qui est un déchet pour l'un va devenir une ressource pour l'autre, mais il faut toujours être dans une logique d'upcycling, c'est-à-dire de garder le maximum de valeur par rapport au bien. Et ça, on ne peut le faire que dans une approche collaborative. Si chacun reste dans son couloir, on ne déploiera pas l'économie circulaire, on la déploiera de manière très limitée. Il faut travailler entre secteurs industriels. Et c'est cette vision-là qu'on essaye de pousser. Et tu m'amènes justement aux coalitions. Parce qu'effectivement, l'économie circulaire, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Nous, on a monté Circulaire il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et pour le coup, il n'y a pas forcément d'initiatives qui ont réussi à passer à l'échelle. Donc l'idée, c'est de se dire comment on craque ce passage à l'échelle. Là, on a bien vu qu'il y avait une vraie rentabilité économique au-delà de l'aspect environnemental derrière l'économie circulaire à aller chercher. Et là, l'idée, c'est vraiment la question du passage à l'échelle, comment on passe à l'échelle. Et donc, avec le CEA et Circulaire, ça fait longtemps qu'on se dit il faut mettre en place ce qu'on appelle des coalitions. Pour le résumer de façon très simple, une coalition, c'est un ensemble d'acteurs. On réunit 5 à 10 grandes entreprises qui ont des thématiques et des problématiques similaires, qui viennent d'industries différentes, et on se pose ensemble sur les challenges et on se dit concrètement quelles sont les solutions communes qu'on peut mettre en place. Juste pour avoir un ordre d'idée, qui a déjà participé à une coalition ici ? Très bien, une personne. Donc on voit que c'est encore quelque chose d'assez nouveau, mais c'est un vrai facteur clé de succès pour passer à l'échelle de l'économie circulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la façon dont on fait du business, des modèles d'affaires va évoluer. On va passer d'une logique de compétition
à une logique de coopétition. Dans la coopétition, on retrouve le double mot collaboration et compétition. On va devoir collaborer entre compétiteurs, mais on reste compétiteur sur certains aspects. En fait, quand il faut changer des chaînes de valeur, sur l'aspect tri, collecte, réemploi, on n'a aucun intérêt à être en compétition. Par contre, sur les stratégies de démarcation et autres, oui, là, on peut être concurrent. Donc il y a vraiment cette logique de coopétition à mettre en place et qui doit être au cœur des coalitions. Et comment convaincre les acteurs justement qui sont en compétition de faire partie de ces coalitions? Il y a 3 arguments majeurs. La première chose, c'est la mutualisation des coûts. Yannick l'a dit, probablement, on va devoir réindustrialiser et transformer radicalement nos chaînes de valeur. Ça fait peur parce que derrière ça, il y a des coûts d'investissement importants. Une optique de coalition, c'est la mutualisation des coûts. On n'est pas un seul acteur de l'énergie ou du BTP à agir, on est potentiellement des acteurs de l'énergie, du BTP et de l'aéronautique qui ont les mêmes problématiques et qui vont partager les investissements pour transformer cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans tout processus transformatif, on va être facteur à des risques. Encore une fois, je suis tout seul à prendre un risque, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de m'engager. Si je le partage avec différents acteurs de la chaîne de valeur ou différents compétiteurs, le risque est amoindri. Et ensuite, on ne va pas faire de la réalité augmentée, mais on va faire de l'influence augmentée. Quand on est une dizaine d'acteurs du 440 ou du SBF 120, on va avoir l'oreille assez fine de Bercy, du secrétariat général à la planification écologique. On a des acteurs de Bercy qui sont dans la salle. On va être beaucoup plus à l'écoute du travail fait par 10 industriels qu'un industriel. Et évidemment, ça peut remonter même au niveau européen. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi la force des coalitions. Il y a potentiellement cette peur de partager les données, cette peur de travailler avec des compétiteurs, mais il y a vraiment des avantages économiques à y aller. Et donc, ce qu'on a envie d'illustrer aujourd'hui, c'est la coalition qu'on a lancée avec le commissariat à l'énergie atomique, qui est une coalition sur l'industrie et l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Yannick? Oui, du coup, c'est vraiment cette idée d'opérationnaliser au maximum l'économie circulaire. Donc, on a lancé une coalition. Donc, le CA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je le précise. Et en gros, dans cette coalition, vous avez 10 industriels de secteurs vraiment différents. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On travaille là pour l'instant sur toute une année et on met vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, on traite de cas spécifiques pour chaque industriel. On les creuse sur un plan technique. On a développé une méthodologie avec un canevas stratégique adapté. On creuse ces cas qui sont très différents suivant les industriels, évidemment. Et ensuite, on va regrouper cette vision pour essayer de déterminer des initiatives communes, des preuves de concept qu'on va essayer de porter à l'échelle. On a la chance d'être accompagné par les ministères, notamment la DGE, dans cette coalition, ce qui est très précieux, puisque ça facilitera aussi le fait de montrer comment on peut inscrire ça dans un territoire. On est convaincus dans cette coalition, je pense que c'est vraiment les 40 acteurs qui participent, qu'il faut réindustrialiser, que c'est un des sujets majeurs, parce que si on ne réindustrialise pas, on va continuer à rester dépendant de chaînes de valeur externes avec des impacts environnementaux disproportionnés. Donc il faut réindustrialiser, mais il faut réindustrialiser de manière circulaire. Il faut réindustrialiser de manière intelligente, en mutualisant les forces sur le territoire. C'est ce qu'on cherche à faire dans cette coalition. Et évidemment, il y a des points d'intérêt commun très rapidement. Yannick, peut-être en citer 2 ou 3, parce que je crois qu'on est hors chrono. Je pense qu'on a dépassé le chrono. On va travailler évidemment à travers les cas sur l'énergie, sur les matières stratégiques, sur tout ce qui est la réglementation. On va parler de capacité industrielle également. On va parler des matériaux, on va parler des technologies, on va parler d'énormément de sujets. En creusant les cas, forcément, ça ouvre plein de perspectives. Et je pense qu'on va peut-être faire une petite conclusion rapide. Merci Yannick pour cette transition. Juste pour vous partager, si jamais au sein de Vinci, ou j'imagine qu'il y a d'autres acteurs du BTP, de la construction, qui veulent lancer des coalitions, vous partagez très rapidement quelques facteurs clés de succès avant de lancer une coalition. Ça peut être à la fois une source de réussite assez impressionnante ou des échecs assez fracassants. On a travaillé avec le BCG et les Échos dans un think tank avec Circulaire pendant un peu plus de 6 mois pour caractériser ce qui faisait qu'une coalition marchait. Je vous partage ici 6 facteurs clés de succès. On a un rapport disponible en open source qu'on pourra partager à Léonard avec l'explication de ces 10 facteurs clés de réussite. Mais très rapidement, toujours privilégier un noyau dur. Quand on lance une coalition, on va vouloir ramener la terre entière. Concentrez-vous sur 5 à 10 acteurs maximum pour faciliter l'agilité et évidemment le partage de connaissances, parce que plus vous avez d'acteurs, plus vous avez
de conflits, de partage de données et autres. Donc partez avec un nombre critique et un noyau dur. Et ensuite, de toute façon, ce qu'on appelle le first mover advantage. Ensuite, vous allez avoir les early adopters et puis vous allez avoir une tendance de fond qui se génère. Et d'ailleurs, vous allez toujours avoir du mal à convaincre les 2-3 premiers. Et puis après, ça bouche pour rejoindre la coalition. Avoir un cadre juridique clair. Dans le cadre des coalitions, on va avoir le partage de données ultra confidentielles. Donc il faut absolument mettre un cadre de confiance et juridique extrêmement fin pour permettre à l'ensemble des compétiteurs de partager de la donnée en toute sérénité. Ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Donc entourez-vous de départements juridiques ou d'experts juridiques dans le cadre de coalitions. S'entourer des meilleurs experts. Il y a 2 compétences à aller chercher dans la mise en place de coalitions. Il y a l'animation de coalitions. Nous, c'est notre expertise avec Circulaire. On anime un peu plus de 10 coalitions d'entreprises sur différentes thématiques. Et puis, aller chercher l'expertise métier très technique, très fine, qu'apporte en l'occurrence le commissariat à l'énergie atomique avec l'Institut spécialisé de l'économie circulaire sur les compétences métiers, les compétences techniques, avec presque 300 chercheurs qui sont mobilisés sur ces sujets-là et qui nous permettent de répondre aux enjeux des acteurs présents dans la coalition. Avoir le bon état d'esprit. Encore une fois, passer de cette logique de compétition à coopétition, on en est au tout début. Ce n'est pas vraiment culturellement quelque chose qu'on fait en France. Et vous allez assez rapidement en voir quand vous faites entrer des entreprises dans la coalition, certains qui vont dire mais je vais être avec ce compétiteur, je ne vais pas vouloir partager mes données. Nextez, mettez tout de suite cette personne de côté parce que vous allez avoir du mal à faire avancer la coalition avec ce type de personnes-là. Donc mieux vaut perdre 2-3 personnes dans la coalition qui n'ont pas le bon état d'esprit et commencer avec un plus petit noyau pour entraîner un effet de groupe par la suite. Donner du temps aux coordinateurs. Dans nos coalitions, chaque entreprise est représentée par 1 ou 2 coordinatrices, coordinateurs. C'est à peu près 1 à 2 jours par mois qu'il faut donner. Si ça ne fait pas partie de la fiche de poste, si ça ne fait pas partie des OKR de cette personne-là, en fait, ça va être du nice to have. La personne ne va pas pouvoir se mobiliser. Donc là, dans les entreprises qui participent à des coalitions, qui laissent des leaders de l'entreprise représenter l'entreprise au sein de la coalition, il faut vraiment inclure ça dans la fiche de poste. Et c'est un facteur clé de succès. Et c'est important aussi de remonter au niveau COMEX pour pouvoir avoir une vraie validation de ce type de démarche. Et finalement, impliquer des critical friends. Parce qu'une coalition, quand vous l'avez vu avec l'ensemble d'industriels, très rapidement, on peut être taclé de créer des clusters sur des sujets clés de l'économie circulaire. Et donc là, c'est important de solliciter des ONG et autres qui viennent remettre en cause le travail. Pour vous donner un exemple concret, on a monté l'année dernière avec Circulaire et l'ADEME une coalition sur comment communiquer sur mes produits et services circulaires. Très rapidement, il y a la notion de greenwashing qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait intervenir Perle de Greenwashing, qui est une ONG qui va venir challenger les campagnes de communication. On a fait intervenir la DGCCRF. On a fait intervenir des jurys spécialisés sur l'environnement pour venir checker toutes les déclarations. Et là, ça donne de la crédibilité à ces coalitions. C'est que 6 facteurs clés de succès. Il y en a une dizaine, mais on vous les partagera. Et pour finir, dans l'industrie du BTP, vous êtes connus pour posséder des fondations très solides. Donc on espère très sincèrement que vous serez à l'origine de la construction de prochaines coalitions qui permettront de faire passer l'échelle de l'économie circulaire. Merci beaucoup et au plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux. Alors j'avoue que j'avais des questions, mais comme on est un petit peu rapide, je livre ici comme une réflexion. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir une coalition, notamment sur le BTP, parce que dans le BTP, on a un certain nombre d'intervenants variés sur une chaîne de valeur qui est très grande. Et ce serait intéressant de faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent se parler, des plus petits acteurs jusqu'aux plus grands, et voilà, de pouvoir créer une boucle ouverte, comme le disait tout à l'heure Yannick. Merci à tous les deux. Je vous propose de poursuivre les échanges et on aura l'occasion peut-être de poser quelques questions à la fin.